waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bonsoir chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo où on va ensemble traiter une leçon d'histoire pour la terminale SG. Alors, on va prendre une leçon du chapitre 1 sur l'émancipation des peuples colonisés. Alors, on va introduire d'abord le chapitre. En à peine 30 ans, de 1945 à 1975, les empires coloniaux ont disparu. Certaines décolonisations se sont déroulées de façon pacifique, comme en Afrique noire française. D'autres ont tourné au drame, comme en Algérie, où la guerre d'indépendance a duré 8 années. La décolonisation a soulevé d'immenses espoirs. Le tiers-monde, comme l'on dit désormais, allait s'unir, peser sur les affaires du monde, s'enrichir. Pourtant, à la fin des années 80, la plupart de ces espoirs sont cruellement déçus. On va passer à la problématique de la leçon qu'on va traiter, à savoir la décolonisation est-elle le résultat des revendications nationales ou du nouveau contexte international. Passons maintenant à la leçon 1. La leçon 1 qui s'intitule « Les facteurs et les acteurs de la décolonisation ». On va partager en 3 parties cette leçon. La première partie qui va être « La Seconde Guerre mondiale change le contexte international ». Alors la Seconde Guerre mondiale constitue un accélérateur dans une évolution déjà ancienne. La Première Guerre mondiale avait déjà fait le travail. Et des mouvements nationalistes luttant contre les dominations coloniales s'étaient formés dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est véritablement la Seconde Guerre mondiale qui a été le catalyseur du mouvement d'émancipation des pays coloniaux. Celle-ci a dévasté et affaibli les grandes puissances colonisateurs comme la France et l'Angleterre, les rendant incapables d'affronter le coût de la répression des opposants à la colonisation. En outre, les peuples colonisés assistent avec stupeur à l'effondrement de ces grandes puissances. On va donner quelques exemples de ces changements que la Seconde Guerre mondiale a apportés. D'abord, les Japonais s'emparent sans difficulté de l'Indochine, colonie française, de la Malaisie, colonie britannique, et des Indes néerlandaises, qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Alors, le mythe de la supériorité de l'homme blanc, c'est basé sur la domination idéologique des puissances coloniales sur les peuples colonisés, et fortement ébranlé, bien sûr, les soldats africains, les soldats asiatiques comme les Indiens qui ont participé à la Première mais aussi à la Seconde Guerre mondiale et qui ont vu les Français et les Britanniques affaiblis par la Seconde Guerre mondiale et par la Première Guerre mondiale, se sont dit, voilà, on ne peut pas compter, on ne peut pas être inférieur à un peuple qui ne peut même pas défendre leur propre patrie et leur propre terre. Surtout pour la France. La France et le Royaume-Uni se retrouvent dans le camp des vainqueurs de l'Axe, cohabitation entre Rome, Berlin et Tokyo. C'est en partie parce qu'elles ont pu compter justement sur les forces fournies par le peuple colonisé. Par exemple, on peut donner l'exemple du bataillon somalien qui a aidé les Français à repousser, lors de la Première Guerre mondiale, à repousser les Allemands aux portes de la capitale française. Alors, les Français et les Anglais n'ont pas pu être capables de se défendre tout seuls et ont eu recours à leurs colonies pour défendre leur propre territoire. Les Britanniques promettent
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, promettent de donner une nouvelle constitution à l'Inde et le général de Gaulle déclare vouloir associer les peuples dépendants à la gestion de la chose publique dans leur pays, en refusant cependant toute idée d'indépendance. Dans la deuxième partie, le grand B, on va voir l'épanouissement des mouvements indépendantistes. Par ailleurs, les peuples colonisés gagnent en instruction et dans certains pays cherchent à s'organiser. C'est pendant l'entre-deux-guerres que l'Asie orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord voient l'émergence des mouvements nationalistes. Alors, on peut citer quelques exemples plus tard. Leurs dirigeants sont issus des élites indigènes formées dans les écoles occidentales, mais exclus des responsabilités politiques et administratives par leur système colonial. Alors, on ne pouvait pas demander à des gens instruits, comme Léopold Sédar Senghor au Sénégal, qui a été formé dans l'idéologie de la philosophie des Lumières, dans la démocratie, l'idée de la démocratie, l'idée de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, et dire en même temps à ce monsieur que, voilà, vous n'êtes pas notre égal, on va vous dominer, etc., etc. Donc, ces gens-là, instruits par les colonisateurs, justement, et qui ont été écartés de la politique et de l'administration de leur pays, de leur propre pays, ont commencé les premiers mouvements de contestation et les premiers mouvements d'indépendance. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh, le leader communiste de l'organisation indépendantiste du Viet Minh, proclame ainsi la souveraineté de la République démocratique du Vietnam. En octobre 1945, le 5e congrès panafricain, réunissant à Manchester les leaders nationalistes des colonies britanniques, affirme avec force le droit à l'indépendance, y compris par la violence. En Afrique noire, c'est au lendemain de la guerre que des partis nationalistes réclament l'autonomie ou la fin de la tutelle. La fin de la tutelle, justement, se constitue avec notamment, en 1946, la naissance du Rassemblement démocratique africain de Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny. Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie de notre leçon. Alors, dans cette troisième partie de notre leçon, on va voir les rôles des deux grandes puissances dominantes et de l'ONU. Alors, les deux grandes puissances dominantes après la Seconde Guerre mondiale étaient bien sûr l'URSS et les États-Unis. Et bien sûr, on avait formé après la Seconde Guerre mondiale l'ONU. Et c'est justement l'ONU et ces deux puissances, ces deux formations-là, ont énormément contribué à la décolonisation du continent africain, mais aussi du continent asiatique. Alors l'ONU leur sert justement de relais. Elle est de plus en plus hostile au colonialisme au fur et à mesure que des pays nouvellement indépendants la rejoignent. Alors la position des deux grands, les États-Unis et l'Union soviétique, qui ne sont pas favorables à la colonisation, contribue à l'ébranlement des empires coloniaux. Alors il faut savoir, il faut reconstituer le contexte politique après la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que le monde était divisé en deux, le bloc soviétique et les partisans des États-Unis. Et tous les deux blocs voulaient des nouveaux adhérents idéologiques. Et pour ça, les nouveaux adhérents, les nouveaux pays étaient tout bonnement trouvés dans les pays déjà colonisés. Donc il fallait que ces pays-là prennent leur indépendance pour faire partie soit de l'Union soviétique, soit du bloc des États-Unis. Depuis la révolution de 1917, l'Union soviétique s'était fait le défenseur des peuples coloniaux. En 1947,
lors de la constitution du Cominform, le dirigeant soviétique Zhdanov rappelle que l'Union soviétique soutenait tous les peuples en lutte pour leur émancipation. La victoire des communistes en Chine, pays qui avait le statut de semi-colonie britannique, représente un encouragement et un soutien de poids pour tous les mouvements nationalistes, notamment lors de la guerre d'Indochine. Il ne faut pas oublier que après que les Français sont partis d'Indochine, le Vietnam était devenu un pays communiste. Donc il y avait un enjeu extrêmement important pour l'Union soviétique, mais aussi pour les États-Unis, à récupérer des nouveaux pays dans leurs blocs respectifs. Quant aux États-Unis, ils sont à l'origine de la charte de l'Atlantique qui affirme le droit de peuples à choisir leur gouvernement. La charte concerne en 1941 les peuples européens opprimés par l'Allemagne nazie. Rappelons-le, la France était occupée à ce moment-là par l'Allemagne. Avec la création de l'ONU en 1945 et la nouvelle charte des Nations Unies, elle devient un principe de droit international. En outre, pour les États-Unis, le système colonial constitue un frein au rayonnement économique car cela limite l'accès aux matières premières et aux marchés coloniaux. L'Afrique étant un continent extrêmement riche, on peut comprendre les États-Unis qui voulaient accéder à leurs matières premières, comme par exemple, rappelons-le un peu, le diamant, l'or, du pétrole aussi, tout ce dont la grande puissance des États-Unis avait besoin. En juillet 1946, les États-Unis proclament concrètement leur anticolonialisme en accordant l'indépendance à leur seule véritable colonie, les Philippines. Merci de votre attention et je vous retrouverai dans une autre séance. À la prochaine. Bangga